Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, pour cet épisode 7, petit comité, puisque on sera juste en duo, toi et moi, Michael. Salut Michael. Salut Mirko, quel plaisir d'être là. Effectivement, un épisode à la fête des vendanges. Il fallait pas s'attendre à une présence massive des animateurs de Xamcast, mais on est quand même deux ce soir-là, c'est déjà pas mal. Il y a juste qu'il faut pour animer des petites conversations, hein, Michael. Et il y a surtout aussi de la matière, 2 matchs, une semaine à 2 matchs, c'est pour les joueurs, je sais pas si c'est sympa, mais en tout cas à suivre, c'est plutôt cool. Enfin surtout dans une période où sportivement ça se passe bien, c'était sympa le petit début de semaine, enfin le petit match de début de semaine et le petit match de début de week-end. Effectivement, au sommaire de cet épisode 7, donc on a le débriefing de ces deux matchs. C'était le 23 septembre contre le Stade Lyonnais à la Maladière et le 27 septembre à Thun contre le FC Thun à la Stockhorn Arena. Donc sur ce, Michael, je te propose qu'on démarre sans autre le débriefing du premier match. Alors, pour la 8e journée, ce lundi, alors c'était, on va dire, c'est inhabituel d'avoir du football le lundi et on va déjà mentionner la grogne, on va dire, manifestée par les ultras des deux équipes présentes ce soir-là, qui n'étaient pas très contentes de se réunir à la Maladière un lundi soir, hein, Michael. Ouais, c'est le fameux le foot, c'est le week-end qui a été proposé par les Nyonnais qui se sont déplacés. Eux-mêmes, de manière générale, c'est le genre de choses qu'on voit dans beaucoup de tribunes, ce genre de banderole lorsqu'il y a des matchs la semaine. Bah ouais, on l'a vu aussi avec l'affluence d'hier, de lundi passé. On l'a vu que c'était une maladière quand même un peu vide. Comment en vouloir aux gens? C'est compliqué la semaine. Nous, on a pu être là, mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh, et ouais, je disais, c'est particulier une fois de temps en temps d'avoir son petit match le lundi pour commencer la semaine et son petit match le vendredi pour commencer le week-end. Mais voilà, c'est quand même pas génial le foot la semaine, faut quand même bien l'avouer. Effectivement, les officiels à Neuchâtel ont annoncé 2854 personnes. Bon, on a l'habitude maintenant dans les pelouses du football suisse d'avoir des chiffres qui sont un peu gonflés par rapport à l'affluence réelle dans le stade, mais là, elle n'a pas été que un peu gonflée, hein. Je pense que il y avait facilement 1000 personnes de moins ce soir-là. C'est difficile à dire avec l'impression visuelle, mais on a quand même l'impression qu'il y avait peu de gens ce soir-là à la Maladière. Maintenant, bon bah voilà, c'est juste le décompte comme ça avec les abonnements qui fait qu'on a des chiffres qui sont toujours un peu différents. Il y a qu'à voir n'importe quelle équipe, enfin, sauf celles qui remplissent vraiment leur stade, où là il n'y a pas de différence, mais n'importe quelle équipe, lorsqu'elle se retrouve en coupe et que visuellement il y a des influences à peu près pareilles, on se rend compte qu'en fait il y a facilement 500 à 1000 personnes en moins dans ce qui est annoncé, parce que les abonnés sont pas comptés. Donc voilà, c'est pas particulièrement le club de Xamax qui fait ça, mais c'est plus une conséquence de comment on comptabilise les gens, je pense. Mais effectivement, ouais, un très petit comité aussi à la Maladière, j'ai trouvé. Heureusement que le match était, lui, intéressant à suivre parce que c'était un peu compliqué au niveau du public. Et encore une fois, c'est compréhensible parce que le foot le lundi, c'est compliqué. Tout à fait. Et donc, pour le décor général de ce match, on avait deux équipes qui avaient des trajectoires un petit peu opposées, hein. On avait un Stade Lyonnais qui était en difficulté, voire en très grande difficulté depuis quelques matchs, et puis un Xamax qui, voilà, qui restait sur 2 victoires consécutives et qui allait tenter de faire la passe de 3 pour la première fois depuis 3 ans, je crois. Ouais, 2021, ouais. Ouais, c'est ça. C'était en 2021. Donc voilà. Et puis on a eu une première mi-temps, on va dire assez étrange, qui aura été marquée par les ratés de Xamax et puis on va dire par le but de Nyon, qui aura été le seul but de la première mi-temps. Mais le moins qu'on puisse dire, Michael, c'est que à la rentrée au vestiaire sur leur score de 0-1 en faveur du Stade Lyonnais, il y avait un gros sentiment de gâchis sur cette première mi-temps. En tout cas, il y a un écart entre le score et le contenu sur cette première mi-temps.
Mais après, c'est pas que de la malchance, bien sûr. Il faut les mettre ces occasions. Il y a super arrêt ou même un double arrêt, je crois, sur cette action de Tim Fischer. Il y a un énorme face-à-face manqué par Toiti, malheureusement, après une grosse bévue de la défense lyonnaise. Euh, c'est quand même dommage de pas profiter de ça parce que voilà, on voit que c'est une équipe en difficulté. Il se rate complètement et à ce moment-là, c'est punition instantanée normalement. Donc voilà, les conditions ont commencé gentiment à se mettre en place pour que le match ait un scénario frustrant et c'est ce qui s'est passé avec l'ouverture du score parce que sans ça, le match est franchement xamaxien, presque dans sa globalité et sur cette première mi-temps, les occasions sont clairement là et le score correspond pas vraiment au contenu. Non, totalement. Tu l'as mentionné, il y a plusieurs grosses occasions en faveur de Xamax qui aurait dû mener au score. Et puis finalement, le tournant de cette première mi-temps, c'est ce super barré de Spicher. Et puis derrière, on a l'ouverture du score de Nyon qui sur sa première, mais j'ai même envie de dire sur sa seule occasion dangereuse de la première mi-temps. Une Clairement, action où, ouais, une action où il faut souligner un petit peu, voilà, la passivité du côté droit de notre défense. ouais, on a vu que ça a été un peu compliqué. Ça a été mis en danger très vite sur un long ballon. Il n'a pas fallu grand-chose, on a l'impression. Et ouais, je crois qu'Aïrolaou sur le début de l'action est un petit peu sur Bega, mais il a l'air quand même pas tout à fait en place. Epito, lui, est sur Corée, mais Corée a une bonne qualité dans son jeu en pivot. Il arrive à la décaler en une touche. Ensuite, Bega est dans une position idéale. Voilà, c'est le piège parfait pour le moment. Une équipe qui est quand même franchement pas au niveau, mais qui, un peu par miracle, a réussi à survivre. Et à partir de là, quand il y a un but comme ça ressemble un petit peu, ouais, au match piège parce que il y a beaucoup de réussite, mais voilà, ils ont joué leur coup sur leur seule occasion. Et à ce moment-là, on peut surtout s'en prendre à nous-mêmes parce que les actions, elles étaient là, quoi. La matière était quand même largement présente pour vivre une soirée un petit peu tranquille. Totalement. 0-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Uli Forte ne procède à aucun changement. Alors honnêtement, Michael, il n'y avait pas forcément matière à parce que l'équipe ne jouait pas mal, l'équipe profitait relativement bien des largesses de Nyon. Il manquait plus juste à être beaucoup plus efficace dans le dernier geste pour marquer des buts, mais pas de raison de faire confiance à des hommes différents en deuxième mi-temps. Non, bah, à un moment donné, c'est un match, franchement, enfin, quand le contenu est aussi bon, parce que franchement, quand tu te crées autant d'occasions, c'est que tu as réalisé une excellente performance offensive, enfin, une bonne performance offensive. Euh, quand tout est là et que tout est en place et que ça se joue c'est toujours un peu mal vu de parler de malchance, mais c'est aussi la qualité devant le but qui a parlé. Mais voilà, quand même ça se joue un petit peu à des détails qui n'ont pas tourné en ta faveur, je pense que pour un coach, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer, quoi. Après, c'est plus facile à dire quand on connaît la fin heureuse du match, mais pour un coach, honnêtement, je vois pas trop. Je pense pas qu'il y avait de grands speeches à la mi-temps, quoi. C'est les gars, Non, on est dedans, on est meilleur qu'eux. Malheureusement, il y a eu des ratés. On prend un but évitable et on va remettre le tablier et travailler, quoi. totalement. Et puis, bah, finalement, on n'a pas attendu trop longtemps en deuxième mi-temps, puisqu'à la 54e minute survenait l'égalisation de Touati. Alors, paradoxalement, c'était pas forcément la plus grosse occasion. Il a fallu un petit peu de chance sur ce but, mais ça a fini par rentrer, Michael. Ouais, c'est ça. Bah, c'est clairement. Toiti, on a eu des grosses, hein, sur ce match, et c'est sur cette action qu'il marque, en montrant quand même bon, déjà sa résilience, mais aussi sa qualité technique, puisque c'est son premier contrôle, mais quand même un petit peu dans la difficulté, la défense. Mais derrière, ouais, il y a un retour défensif qui est franchement pas judicieux, qui lui remet le ballon et lui ensuite dans la bonne position fait le geste juste pour conclure. Donc quand même, il doit quand même faire parler son sens du but. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas sur l'action la plus nette qui soit. Elle s'est créée un petit peu sur un cafouillage, mais
c'est aussi ça d'insister face à une équipe comme ça qui est pas tout à fait, et on le reverra encore sur les autres buts, qui est franchement pas en place défensivement. À force d'insister, ça finit par arriver. Pour le moment, à ce moment-là du match, c'est un juste retour de ce qu'on voit depuis 54 minutes, quoi. Ouais, totalement. Et puis bah, à ce moment-là, c'était vraiment le service minimum de revenir au score. Oui, Et on pensait que ça allait annoncer le début d'un festival. D'autant plus quand Uli Forte, à la 64e minute, commence à changer ses cartouches offensives. Christophe Cachillet aussi, hein, à ce moment-là, il y a pas mal de changements en même temps. Et puis Lentini et Pascal et Demassay entrent en fait pour remplacer Fourer, Koné, Ben Seguir. On se dit, voilà, on fait rentrer les cartouches offensives pour faire définitivement tourner le match. Et puis, en fait, les six joueurs, enfin, les six joueurs, oui, il y a aussi eu 3 changements de Nyon, ont à peine le temps d'être sur le terrain. Et puis là, c'est un petit coup du sort et Nyon reprend l'avantage sur une action, on va dire, discutable au début et malchanceuse à la conclusion pour nous. oui, j'avoue que alors il y a eu ça a fait un peu parler la potentielle faute sur Toiti. Moi, je dois tout à fait admettre que j'en ai entendu parler. Je me suis dit, il faut que je la revoie, et finalement, j'ai pas revu les images de ce moment-là, de ce contact-là. Mais par contre, de toute façon, ça, le reste de l'analyse est pas compliqué, quoi. C'est une action qui est gag, dans le sens où ils ont une chance qui est quand même palpable, quoi. C'est sur le duel Corée touche le ballon, mais il rate. Je pense pas que c'était une passe, je pense qu'il rate son contrôle. Ça rebondit sur Epito pour remettre en jeu sur Corée. Donc là, déjà, il y a de la chance. Et ensuite, bon, bah, il fait la passe judicieuse pour Diomandé. Diomandé rate sa frappe, honnêtement, depuis derrière le but. Ça part pas du tout cadré, mais déviation. Ça aurait presque pu être considéré comme un CSC, honnêtement. Euh, par définition, puisque c'est une frappe qui vraiment me semblait pas cadrée. Et de toute façon, Meragic semblait vouloir partir dessus. Il se fait prendre un contre-pied par la déviation d'un défenseur. But très malchanceux du début à la fin de l'action. Honnêtement, on peut il y a toujours de quoi parler de comportement défensif, de potentielle passivité, parce qu'il y a quand même Diomandé qui est dans une position de frappe idéale, avec pas trop de pression à 2, 3, 4, voire 5 mètres. Mais à la fin, surtout encore plus dans le match pris dans sa globalité, où tu as une nette domination et de grosses occasions, et être mené 2-1 sur un but comme ça, franchement, c'est clairement à ce moment-là du match, quelque chose qui reflète pas du tout ce qu'on a vu dans le match. Non, effectivement, là, ça, c'était totalement le hold-up hein, à ce moment-là du match. 2 grosses occasions, ils les mettent au fond. Nous, on a une avalanche d'occasions qu'on conclut pas. Voilà, ça pouvait ressembler à un match cauchemardesque. Et puis, fort heureusement, l'équipe a continué et puis a été récompensée assez rapidement. 5 minutes après le 2-1 lyonnais, Neuchâtel Xamax revenait au score à nouveau par le biais de Hussein Touati, Michael. Ouais, dans la logique des changements qui ont été apportés à cette équipe, hein, avec De Massai qui est rentré. T'as cité les autres, hein, Onyekashi et Lentini, mais là, sur ce coup-là, c'est la connexion de Massai Toiti qui a fait des merveilles, on va dire. Euh, voilà, on apporte ces options devant. On sait que entre Korokone et De Massai, par contre, la profondeur de banc, elle est excellente, parce qu'on a 2 potentiels titulaires à ce poste, et on en parlera quand on parlera de Toon, où Liforte a même été tenté de les mettre les deux ensemble. Euh, voilà, récompensé par le fait de vouloir absolument aller la chercher, et et surtout de bien mener ses actions. Là, c'est très bien fait, hein, de Massai qui l'envoie pour Toiti, Toiti qui la met bien en croisant. Il est en grande forme, Toiti, de Massai aussi. Et sur cette action-là, on a une équipe de Nyon qui est encore une fois prise de vitesse, alors que ça part du milieu de terrain. Et voilà, très très bien, très belle exécution sur du jeu rapide. C'est ça. Et puis, tu l'as dit, hein, Demassay est dans une bonne phase. Et puis, il capitalise cette bonne phase. L'équipe capitalise cette bonne phase avec le 3-2 qui intervient 5 minutes après l'égalisation sur un superbe service de Fabio Saiz quand même. Hein, il faut le souligner, Michael. Ouais, ouais, ouais. Et là encore, hein, ça.
enfin, ça met en exergue vraiment toutes les difficultés qu'a cette équipe de Nyon qui n'a absolument pas su bétonner parce qu'ils sont pas en place. Là, ça part du milieu de terrain. L'équipe est pas du tout déséquilibrée, mais c'est allé juste trop vite. Difficulté aussi dans la couverture dans le dos. Et là-dessus, Size fait une très bonne combinaison avec Toiti. Ensuite, il a de l'espace à avaler, il la met derrière, il la met dans le dos pour Demassai qui lui a cette qualité ensuite pour la conclure. Ça fait aussi plaisir d'avoir un attaquant qui les met ces occasions-là. Et ça a fait mouche parce que c'est allé trop vite pour Nyon, alors qu'ils sont dans une période où justement on se dit ils vont essayer au moins de bétonner, mais c'est pas faute d'essayer. Juste là, on a senti une équipe qui a été complètement prise de vitesse, et c'est bien de voir que c'est dans ce registre-là qu'on attend d'Xamax dans ce match, c'est-à-dire montrer qu'il y a une vraie différence de niveau par rapport à une équipe vraiment en difficulté et du bas de tableau. Montrer vraiment cette différence de niveau si on veut prétendre être une équipe du premier wagon. Sur ce match-là, c'est chose faite. Le scénario a été plus compliqué que prévu, mais honnêtement, sur le contenu du match, il n'y a rien à dire. Non, il y a rien à dire, même si on va quand même Oui, évoquer en quelques mots aussi la fin de match. Parce que voilà, on a. Alors c'est clair que quand tu prends le 3-2 à la 70e, alors que 10 minutes avant, c'est toi qui menais au score, ben c'est clair que Nyon allait devoir un peu tenter quelque chose pour essayer de revenir au score, mais on peut quand même aussi pointer quand même voilà, l'attitude, on va dire, étrange de l'équipe zamaxienne, parce qu'il y avait ce qu'il fallait pour contrôler le match, les priver de ballon, et puis essayer d'aller encore peut-être aggraver le score. Et puis non, on les a laissés jouer et on a joué à se faire peur, voire très très peur, hein, Michael. oui, non, c'est vrai que quand tu es manifestement meilleur que ton adversaire et que tu vas enfin obtenir ce but qui te permet de passer devant, euh, c'est tentant de se dire que bah voilà, tu mènes, t'es meilleur techniquement, vraiment, tu as la capacité de garder les ballons et d'ensuite de leur faire mal dans le dos. Il y a quand même tout pour se dire que tu es capable de passer une fin de match assez tranquille. Mais voilà, les joueurs aussi le disent, hein, c'est des fois, même alors qu'on ne devrait pas, c'est des fois inconsciemment difficile de garder cette intensité-là, alors que c'est un moment clé quand tu marques un but. Enfin, quand tu passes devant et qu'il y a une équipe, même si elle a été inférieure, qui va mettre une quantité d'efforts différente. C'est un moment clé qui est, je pense, pas forcément simple à gérer pour les joueurs, même si de l'extérieur, c'est évident qu'il faut pas reculer. Et on l'a vu pour Xamax, même après un match, je vais pas dire maîtrisé parce qu'il y a eu des buts, mais après un match où tu es supérieur, la fin de match est quand même jamais facile parce qu'il y a ce truc là où toi tu penses aussi maintenant au score et l'adversaire lui a plus rien à perdre. Donc ouais, on se fait peur pour pas grand chose dans un match où la victoire est plus que logique, alors qu'au final, le résultat, lui, paraît serré. C'est ça, on mentionnera quand même deux grosses parades d'Edin Omeragic. Oui, Et puis un but annulé justement hein, à la dernière minute pour un hors-jeu sur un des derniers coups francs du match, ou le dernier coup franc. En fait, c'est le coup franc qui fait suite, je dirais, à l'ombre au tableau, c'est-à-dire l'expulsion de Fabio Saiz qui avait vraiment fait un match solide. Une expulsion sévère, surtout par rapport au deuxième carton jaune. Hein. C'était une faute qui, certes, était de l'anti-jeu à ce moment-là, mais elle arrivait dans une zone pas forcément dangereuse non plus. Donc, l'arbitre aurait pu siffler faute, ça c'est clair, mais il aurait pu ne pas avertir Fabio. C'était son deuxième avertissement. Le premier, par contre, avait été très logique. Hein, il avait fait un très mauvais tacle en première mi-temps. Et voilà, on le dira après, ça aura eu son impact sur le match suivant. Mais sur ce coup franc, on va dire que le hors-jeu a été bien joué par l'équipe et puis le but a été logiquement annulé, même si les Nyonnais ont crié au scandale. Mais en regardant les images télé, Michael, il y avait absolument zéro doute que le joueur en fait. Et alors le ballon n'est pas touché, mais le joueur qui est hors-jeu fait clairement écran devant Edin Meragic et le but est logiquement annulé. Mais on a joué à se faire peur. ouais, c'est une situation qu'on a déjà vu souvent dans le foot, un joueur qui fait écran. Il y a clairement pas de scandale, c'est la frustration qu'a parlé pour les Nyonnais, mais après un match comme ça, je pense que
On peut aussi du côté de Nyon, il y a aussi, il faut aussi, et je pense qu'à froid, ils se sont aussi dit que leur match était de toute façon pas suffisant. Sur l'expulsion, moi je suis pas particulièrement choqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le tarif habituel, un jaune pour ce genre de faute qui casse l'action, mais après je l'ai plus exactement en tête, mais si mes souvenirs sont bons, je suis pas particulièrement choqué par cette expulsion, pour être honnête. Mais voilà, le fait que la fin de match soit à mettre au crédit d'Omeragic est un bon indicateur bah, de notre comportement qui a été plutôt de subir en reculant. Et là-dessus, Omeragic a dû montrer qu'il est vraiment dans une bonne période. Ça, c'est à souligner. On le soulignera encore plus lorsqu'on parlera de Toon. Il est dans une excellente période et là, sur ce match-là, il est encore décisif. Et voilà, ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir de voir qu'il répond présent lorsque l'équipe a besoin de lui. Et c'est parfait pour le lancer. Dommage d'avoir subi, mais à la fin, le résultat, lui, est plus que logique. Oui, effectivement. Et puis, ben voilà, on était très heureux de voir notre club enchaîner avec 3 victoires à un moment où on s'y attendait pas forcément. Hein. Moi, j'attendais pas forcément une semaine anglaise pour que Xamax enchaîne les succès. D'autant plus que la victoire du milieu, c'était un déplacement qui nous réussit très très peu à Chafouz. Donc voilà, c'était bon pour le moral. Et puis, ça donnait voilà, de bonnes perspectives pour la suite et surtout ce match à Thun dont on va parler sans trop tarder du coup. Voilà, on enchaîne effectivement comme la Challenge League cette semaine, on enchaîne rapidement enfin rapidement non, on enchaîne avec le deuxième match. C'était un choc au sommet, hein, finalement, même si au début de cette journée, c'était les Stelliens, les surprenants Stelliens d'Étoile Carouge, qui occupaient la tête du classement à la faveur d'une meilleure différence de but sur Xamax. Et puis, un point d'avance sur notre adversaire à nous ce soir du 27 septembre, le FC Thun, grand favori de cette Challenge League QV 2024-2025. Et puis, dans l'impression générale, Michael, on peut dire que c'est vraiment un match qui a tenu toutes ses promesses parce que on avait deux équipes, on va dire, très à leur affaire sur ce match. Alors, une plus que l'autre, vu le score, mais c'était une belle partie de foot à regarder, hein, Michael. Oui, oui, moi, nous, on en a beaucoup parlé ensemble lorsque le match s'est terminé. Si on, et c'est des points qu'on a apportés pendant les interviews. Si on met de côté un peu le résultat, parce que on n'est pas dans une période où c'est des points alors, 3 points, c'est 3 points, que ce soit le début ou la fin du championnat, mais c'est sûr que c'est pas encore la période où on met plus l'accent sur les points que sur le jeu. Là, on veut aussi voir de quoi l'équipe est capable dans ce genre de confrontations qui sont ce qui se fait de mieux en Challenge League. Et si on, sans parler de résultats, on peut déjà être satisfait de ce qu'a fait l'équipe avec une approche de match qui était judicieuse, même s'il y a eu besoin de faire des ajustements, on en parlera, mais en tout cas l'approche de match, lui, elle était bonne. On partait en contre-attaque. On a été plus solide qu'à l'accoutumée. On a l'habitude de dire que notre défense est friable. Là, ça a été mieux quand même. Euh, des bonnes transitions offensives, c'était assez rapide. À chaque fois enfin très souvent lorsqu'on arrivait à sortir de cette pression du FC Thun, ça devenait dangereux derrière. Forcément, pour une équipe qui essaye de presser haut, derrière, il y a des espaces lorsque cette pression est sautée. Et là-dessus, on s'est créé pas mal de bonnes occasions. Et bon, bah, c'est la différence, c'est aussi beaucoup faite sur la précision. Ouais, totalement. C'était la confirmation que le FC Thun est une belle équipe. Et puis, pour nous, c'était aussi la confirmation que, voilà, en jouant de la sorte et en alignant les prestations de cette qualité comme ces derniers matchs, eh bien, on avait effectivement les moyens de jouer le haut du tableau. Donc, voilà, on s'est beaucoup réjoui, mais malgré la défaite à la fin de ce match. Voilà, si on Ouais, décortique, oui, vas-y, encore un. oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est par rapport à ce point, c'est vrai que ça peut paraître particulier qu'on dise on s'est réjoui, mais je pense quand même que si, enfin voilà, encore une fois, c'est important de se focaliser quand même beaucoup sur le contenu et
on attendait quand même déjà avant de parler de résultats, avant le match, on attendait quand même déjà de voir comment on allait jouer face à une équipe comme le FC Thun qu'on n'avait pas encore affronté cette année. Donc ça apporte des éléments de réponse intéressants sur la manière dont cette équipe est capable de s'adapter aussi, parce qu'on a joué de manière différente. Ça, tu vas peut-être l'évoquer maintenant qu'on va Ouais, rentrer un peu plus dans le détail. c'est ça. C'était un peu la surprise du chef. Uli Forte, maintenant, il entame sa deuxième saison complète. Donc, on le connaît depuis un peu plus ouais, depuis un pas mal de temps maintenant. Depuis presque, ouais, bientôt 2 ans. Il nous habitue souvent qu'il réaligne le même système après une victoire. Et puis, après 3 victoires, on pouvait encore s'attendre à ce qu'il se confirme ces certitudes-là. Et puis, non, finalement, il a quand même décidé d'avoir une tactique un peu plus prudente et défensive et de déployer un autre style de jeu parce que il est passé voilà, sur cette espèce de 3-4-1-2 avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons sur les côtés. Alors, l'objectif, c'était clair, c'était bloquer le FC Thun et puis contre-attaquer de manière rapide, efficace, en profitant de la technique de Hussein Touati, mais aussi de l'apport commun de Demassai et de Koné, puisque, alors je crois que c'était pas une première, hein, ils ont déjà été une fois titularisés cette saison, les deux en même temps, mais jusque-là, sur ces derniers matchs en tout cas, on était plutôt dans un système où quand l'un jouait, l'autre était sur le banc et quand il rentrait, il remplaçait l'autre. Et puis là, il a décidé d'aligner les cartouches au début. Et puis, on va dire jusqu'à la 20e, 25e minute, Xamax était l'équipe la plus tranchante. On les a pas ultra dominés, hein, on va être clair, Michael, mais parce qu'ils étaient pas mauvais à ce moment-là, tout. Mais les plus grosses occasions, elles étaient de notre côté. Oui, oui, bah, Toon, c'est une équipe qui est sûre de ses forces et qui est aussi sûre de la philosophie de jeu qu'elle veut appliquer, mais d'autant plus à domicile en fait. Donc c'est pas à ce moment-là, c'est pas étonnant d'être dominé. L'important c'est de voir aussi un peu le comportement qu'on a défensivement, de voir comment on veut, même en étant sur une base un peu plus défensive, comment on veut être capable de bien ressortir les ballons pour faire mal lorsqu'on en a l'opportunité, parce que sinon on est dans un jeu de défense constante où on balance et on subit tout le match. C'est clairement donc il y a eu une approche active malgré tout, et là-dessus, je pense moi je suis satisfait de ce que j'ai vu par rapport à ça, parce que je ne nous attends pas dans le registre d'une domination avec ballon dans un match comme mais ça a quand même plutôt bien marché le plan de jeu, et ça aurait d'autant plus été légitimé avec un but, hein. Je pense déjà à la barre du Saint Toiti. Mais voilà, le seul truc qui a moins marché, je pense, et ça, c'est quand même le bon indicateur, c'est quand même que Willy Forte est repassé sur une base à 4 après une demi-heure. C'est que sur cette défense-là, qui était plutôt à 5 en phase défensive, la gestion de la largeur, qui est censée être une option, enfin qui est censée être un atout de ce système, a pas franchement marché, hein, sur le côté là entre Frith et Balarouban, euh, qu'on connaît bien ici. Ça a fait des étincelles, et pour Gonçalves, c'était pas facile. Il a eu deux adversaires virevoltants sur son côté, et cette gestion de la largeur a posé un peu souci, où Liforte a dû faire des changements en deux temps, c'est-à-dire déjà changer le système et ensuite entériner ça à la mi-temps avec un changement. Donc c'est ce qui a un peu moins marché, mais en tout cas dans la philosophie de jeu, enfin dans le plan de jeu du match, dans l'approche, c'était c'était quand même intéressant. C'est ça. Alors, on a senti un Toon qui était un peu plus dominant. Alors le système, le changement de système de jeu par Uli Forte a apporté un peu plus de stabilité, mais voilà, on s'est retrouvé dans une situation où jusqu'à la mi-temps, Briani Soro évoluait comme latéral droit. Il a mis Michael Gonçalves comme latéral gauche, en laissant Fontana comme ailier gauche. Donc c'était un système un peu hybride. On était finalement très content que Neuchâtel Xamax tienne jusqu'à la mi-temps, parce que Toon était à ce moment-là la meilleure équipe. Ils ont mieux terminé la mi-temps que nous. Ils n'ont pas eu d'occasion énorme, mais ils étaient territorialement quand même supérieurs. Et puis tu l'as dit, hein, l'entrée de Lentini pour Soro a donné un peu plus de stabilité au système de jeu, avec des joueurs plus adaptés aux différents postes.
Et puis, le début de première mi-temps, on va dire que Xamax a eu quelques opportunités, dont une par Lentini, d'ouvrir le score, mais ensuite Toon a repris le contrôle du match et on va dire qu'à partir de la 52e jusqu'à la 65e, ils ont été l'équipe dominante. Alors, ils auraient dû, on va dire ça comme ça, ils auraient dû ouvrir le score déjà finalement à la 60e minute. Ouais. Mais à la 61e minute, mais là, on va souligner toutes les qualités qu'on connaissait déjà à Edin Omeragic, mais voilà, dont il fait preuve maintenant depuis quelques matchs. Il a réalisé, Michael, un arrêt tout simplement hallucinant, hein. Sur le direct, on n'y croyait pas, que c'était pas au fond. Ouais, alors voyant, magnifique parade, hein, il la touche d'abord du pied, il y a la main derrière un peu en filet de sécurité qui vient capter le ballon. C'est de l'instinct là, c'est du réflexe et là-dessus il a fait un très bel arrêt, il a fait un bon match encore une fois. Il est sur une très belle période et c'est important d'insister là-dessus parce que quand il fallait, à raison je pense, insister sur ses mauvaises performances, bah, on le faisait aussi. Mais là, ça fait plaisir de voir qu'il lance vraiment sa saison parce qu'il est décisif sur tous ses matchs, même il a été décisif au final, ça n'a pas payé, mais ça reste une performance où il a contribué au match, même si ça se voit pas sur le score. Et il n'y a rien à dire là-dessus. La deuxième période, elle est un peu. C'est là qu'on voit qu'on a manqué un peu le coche et qu'il nous a manqué un peu de précision pour obtenir mieux. Il y a l'action de Lentini, voilà, qui se manque. Il est quand même plutôt bien placé, il la tire au-dessus, c'est dommage. À partir de là, Toon a quand même eu un sacré temps fort qui a duré un bon moment, déjà avec cet arrêt qu'on a évoqué et ensuite le but. Euh, ouais, c'est sur ce moment, c'est sur ce genre de moment qu'on a un peu manqué le coche et qu'on aurait pu obtenir mieux. D'où le fait que j'essaye de garder une certaine hauteur par rapport au résultat parce que là, j'ai vraiment le sentiment, même si Toon a globalement dominé, j'ai quand même le sentiment que ça s'est joué à quelques détails et il y a franchement des bonnes choses à garder d'une rencontre comme ça. Mais on va, on va parler de ce qui a fait mal, hein, le but. Ouais, tout à fait. Effectivement, malheureusement, Edin Omeragic n'a fait que retarder l'échéance. Et puis, alors on a souligné la classe et l'instinct d'Omeragic sur ce but et sur cet arrêt, pardon. Et puis là, on va souligner les qualités, hein, collectives et individuelles du FC Thun parce que sur ce but, il n'y a pas grand-chose à reprocher à la défense xamaxienne, Michael. Oui, bah Matoshi, on sent qu'il a une belle agilité avec le ballon parce que là, ce qu'il fait, c'est difficile à suivre. Alors c'est dommage de ne pas avoir réussi à mettre le pied pour contrer, mais on voit sur une action comme ça quand même il y a des joueurs de qualité. Et Matoshi en est un et c'est top ce qu'il fait. Et derrière, très bien placé pour Miragic, il n'y a rien à faire et ouais, ça a fini par craquer sur une belle qualité sur la fin de l'action, une belle qualité individuelle Matoshi et globalement sur ce que produit collectivement cette équipe. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de gros regrets particuliers à avoir sur un but comme ça. Ouais, totalement, il n'y a pas de regret à avoir. Et puis là, pareil, finalement, au match entre Xamax et Sion, l'équipe à domicile prend le dessus. Nous, c'était à la 75e, eux, c'est à la 65e. Et puis abandonne le jeu à son adversaire. Alors je dirais qu'à la différence de Nyon, nous, on avait été dangereux, donc c'était peut-être encore moins indiqué au FC Thun de nous laisser le contrôle du ballon parce qu'on a prouvé qu'on était capable d'en faire quelque chose d'intelligent et il manquait de l'efficacité, mais en tout cas, les actions, on les a eues. Et puis, malheureusement, c'était un de ces soirs où ça veut pas passer. Et puis voilà, le score n'a finalement pas bougé. Il y a eu une énorme occasion dans les arrêts de jeu où malheureusement Jonathan Fontana a fait preuve d'un petit peu de maladresse, hein, quand même Ouais. sur ce coup-là.
Et puis, c'était une action qui avait peut-être le poids d'un but, mais je crois qu'il s'est tiré la balle sur le genou ou quelque chose comme ça, hein. Bah en fait, j'ai l'impression que ça le touche. Ouais. Puisque ça lui touche le genou, ça part un peu loin parce qu'ensuite j'ai l'impression qu'il fait le geste de la jambe, dans mes souvenirs qui peuvent être erronés. Ouais, c'est Et, ça. Et puis en fait, il est et trop du coup, loin. bah, son geste de la jambe, il touche pas le ballon parce qu'il se l'est poussé avant avec le genou. Il y a eu un manque peut-être de coordination, en tout cas une maladresse, mais c'est globalement ce qui a coûté le match à l'équipe parce qu'il y a eu d'autres opportunités. Bon, un petit manque de réussite sur la barre de Toiti, mais sinon sur le reste, quand il y a eu des actions, on a manqué un petit peu de justesse. C'est ce qui a fait la différence. Je pense qu'on peut quand même, enfin, voilà, sur un match comme ça, il n'y a pas non plus, il y a quand même plus de bonnes choses à dire parce que je préfère quand même déjà qu'on ait les opportunités, qu'on ait les actions avant de parler de avant de parler de les finir. Maintenant, c'est ce genre de choses qui peut faire la différence dans des matchs serrés comme ceux-là. Et il nous a manqué ça pour obtenir mieux parce qu'on aurait pu, franchement, sur un match comme ça, sans grand scandale, obtenir un petit peu plus. Mais voilà, je pense qu'aussi du côté du FC Ville, ils se disent que ça reste un résultat qui est conforme à ce qu'ils ont produit. Du Je FC pense que Toon. du FC, ouais, j'ai dit Ville, ouais, Toon, Ouais. c'est pas faux. Mais ça reste. Donc voilà, des deux côtés, en fait, il y avait la place. C'était un match plutôt plaisant qui aurait pu tourner un peu des deux côtés, quoi. Et bon, malheureusement, ça s'est pas fait pour nous. Mais voilà, je reste rassuré par rapport à ce match. Euh, D'autant plus qu'ensuite, bah, maintenant, on le dira en fin d'émission, mais on espérera enchaîner ces Chafouz à domicile, si je dis pas Ouais. d'erreur. C'est juste. Et, et voilà, cette semaine-là était instructive, hein, quand même. On a eu cette victoire contre Chafouz la semaine d'avant, mais enfin le vendredi, tout s'est joué sur 7 jours. Euh, où on est content de la réaction, on est content du match globalement et surtout content de gagner enfin là-bas. Il y a eu Nyon où on espérait clairement voir une différence entre eux et nous dans le jeu parce que sans, sans annoncer des ambitions qui sont précisément axées sur le top 2, on est une équipe, on a les joueurs qui se gênent pas de dire quand même qu'ils espèrent jouer le haut de tableau et ça doit se voir contre une équipe d'une qualité qui est quand même différente sans leur manquer de, enfin, c'est de toute façon même pas un manque, c'est de toute façon même pas une question de respect, ça s'est vu sur le match qu'il y a une qualité différente entre les deux effectifs et les deux équipes et c'est sur ce genre de match-là on veut voir la domination sur le terrain. Elle s'est vue, le scénario a fait que c'était plus compliqué, mais ça s'est vu et il y a ensuite tout. Nous, on a eu cette bonne approche qui nous a permis de faire globalement un bon match face aux favoris. Donc j'ai trouvé que c'était une semaine anglaise qui nous a donné quand même pas mal d'instructions intéressantes sur ce qu'on peut espérer de cette équipe, je trouve. Totalement. Et puis, on va D'enseignement. encore. Ouais, c'est ça. On va encore souligner une ou deux choses. La première, bah, c'est en fait c'est l'apport de Fabio Saiz. Il a fait 2, 3 excellents matchs et puis là, il était malheureusement pour lui suite à son carton rouge suspendu et on a vu que c'est des fois en l'absence des joueurs qu'on remarque leur importance dans un effectif. Et puis clairement, Fabio nous a manqué vendredi, Michael. Bah, il est dans une excellente période. Ça fait vraiment plaisir de le voir jouer comme ça. On a envie d'avoir un Fabio Saïs qui brille avec Zamax. La saison dernière, c'était plus compliqué à cause des blessures et du coup, il n'a pas forcément toujours réussi à avoir un impact déterminant sans faire des mauvais matchs, mais c'est plus sur l'impact réel que c'était moins visible. Là-dessus, pour le moment, il est au top sur ce début de saison. Ça fait vraiment plaisir. Forcément, c'est le genre de joueurs qui peuvent être utiles ensuite pour ressortir les ballons, espérer, même si au final, les actions étaient quand même là. Donc, on a réussi à produire sans lui et l'apport de Bamba est dans un autre registre aussi intéressant. Mais bien sûr, ça reste le genre de joueur que tu veux avoir à disposition, hein, ça c'est sûr. C'est ça. On voulait mentionner aussi le travail très précieux de nos deux attaquants qui ont été alignés, enfin nos deux avant-centres qui ont été alignés ensemble. On l'a dit, puis avant ils étaient plutôt alignés l'un après l'autre. Mais alors
c'est clair que sous les statistiques, Demassai est plus performant que Koné. Hein. Je crois qu'il est à 4 buts et 4 assists ou quelque chose comme ça. Koné a quand même déjà marqué 2 buts hein, aussi, puis il fait peut-être délivrer une ou deux assists. Ouais. Mais on va pas le mettre en dessous forcément de Demassai. On a deux attaquants qui sont extrêmement précieux dans leur jeu, dans leur but et dans l'apport à l'équipe, et puis qui sont excellents à la finition, Michael. Oui, 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 bah Koné, même si bon, il a aussi fait quelques statistiques, mais ça s'est pas encore vu. Enfin, ça se voit moins que des Maasai où c'est plus lui qui se retrouve dans les positions ensuite pour marquer. Mais Koné, on l'a vu à Chafouz lorsqu'il a ce genre d'opportunité de face à face, il les rate pas non plus et c'est important et c'est super. Enfin, c'est génial d'avoir ces deux profils là qui sont des excellents buteurs. Mais même, voilà, je pense que Uli Forte, lui, il voit les choses encore mieux que nous par rapport à ça. Il sait très bien que c'est même pas sur l'apport statistique pour le moment qu'on juge, qu'on reconnaît, étant donné le travail qu'il fait sur le terrain. Moi, c'est vraiment un super profil. Et au-delà même de ses qualités athlétiques évidentes, moi j'aime beaucoup ça fait partie de la technique, c'est sa qualité à conserver des ballons, à les remettre. C'est génial d'avoir un joueur comme ça et en réalité il fait quand même un énorme travail pour l'équipe. Et franchement, c'est cool d'avoir ces deux attaquants qui sont en pleine forme. Et à ce poste-là, c'est très bien fourni. On espère que ça dure sans pépin pour un des deux parce que il y a quand même, il y aura quand même toujours de quoi débloquer des situations avec des attaquants performants, avec un Toiti en feu. Et on verra à quel point on arrivera à aussi réitérer des performances plutôt solides comme face à Toon. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a les ingrédients pour débloquer beaucoup de situations offensivement. Et je pense pas qu'on va faire beaucoup de matchs avec aucun but marqué. Non, effectivement, c'était le premier hein, sur ce premier tour. C'était quand même sympa. Et puis la dernière chose qu'on voulait souligner aussi dans les individualités, on pouvait pas ne pas mentionner Hussein Touati, buteur à Chafouz, double buteur contre le Stade Lyonnais, pratiquement buteur, on va dire. Il s'en est fallu de Mmh. quelques centimètres contre le FC Thun. Ouais, que dire sur Usain Touati si ce n'est que c'est un joueur dans la position, les qualités qu'on n'avait pas l'année passée, voire encore plus l'année d'avant. Et puis c'est vraiment un joueur extrêmement précieux, Michael. C'est clair. Bon, pour compléter, on veut l'oublier ce match, mais il y a aussi eu un 4-0 à Ville où on n'a pas marqué, mais on va. Juste, non, c'est vrai, pardon. Mais sinon, voilà, Je l'ai oublié déjà. ça reste pour dire il y a tous les ingrédients pour que ça soit rare, les matchs où on ne marque pas, et d'autant plus un que tu viens d'introduire avec Toiti, qui est sur un super début de saison. Moi, je l'attendais pas forcément dans ce registre. Enfin, je, c'est marrant quand tu vois un joueur arriver et que tu te rends compte que ah ouais, je l'ai vu jouer là, j'ai vu quand même deux trois de ses matchs, mais sans plus y prêter attention, donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec Toiti. On nous dit qu'il a plus un profil d'ailier, mais Willy Forte a très très vite durant la préparation fait le choix d'en faire un numéro 10 plutôt, et dans ce registre-là, il est top quoi, parce il a une qualité technique qui lui permet d'être imprévisible. Il a déjà montré aussi une bonne efficacité face au but ou au moment de lâcher le ballon. Et, et là-dessus, ce qui est important pour nous, c'est que c'est un joueur qui essaye beaucoup. Alors, on peut beaucoup tenter et quasi tout le temps rater, mais lui, forcément, il y a aussi la question de l'efficacité qui rentre en ligne de compte. Mais déjà, un joueur qui a cette envie de jouer, elle fait du bien parce que c'est, c'est comme ça qu'on va réussir comment dire, réaliser au fur et à mesure, enfin réaliser semaine après semaine des bonnes prestations offensives. Il est clairement, ça se voit dans les statistiques, pas étranger au fait que Xamax marque beaucoup. Et ça, avec un profil comme ça, c'est aussi avec un profil comme ça que je suis confiant dans le fait qu'on sera capable d'être créatif dans beaucoup de situations et quand même
limiter le nombre de matchs où on n'est vraiment pas dedans offensivement parce que on a un joueur comme lui qui est étincelant sur ce début de saison dans la créativité, aussi dans la finition, et on a des attaquants qui sont vraiment en place. Donc c'est vrai que sur le registre offensif, et c'est clair qu'on n'en a pas, c'est jamais là qu'on a dit qu'il y avait des soucis de toute façon en début de saison. Mais sur le registre offensif, on est quand même en train de vivre un début de saison plaisant. Ouais, totalement. Et puis, on a quand même, on va le dire aussi, une défense qui est en progression dans tout son Ouais. ensemble. Hein. Edin Meragic, on l'a souligné avant, on va pas y revenir, mais la ligne défensive est aussi en progression. Le but contre Toon, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Et puis, voilà, quand il a fallu boucler contre Nyon, c'était laborieux, mais on l'a fait quand même. Je pense que l'année passée ou l'année d'avant, on l'aurait pris le 3-3 de Nyon. Je suis quasiment convaincu. Donc il y a des progrès. Alors c'est clair que quand on gagne, bah, c'est tout de suite plus facile aussi. Mais la marge de progression qu'on souhaitait pour la défense, alors elle s'est pas encore matérialisée par un blanchissage de notre défense. Mais il y a du mieux. Donc on a tout ce qu'il faut pour devenir une équipe de haut tableau de Challenge League sur ces trois prochains ces trois quarts de saison qui restent à disputer. Oui, il y a du mieux. On a un Epito qui commence à enchaîner des prestations vraiment solides, hein, pour le coup. Ça, lorsque nous on s'écrit, on discute pendant les matchs et tout, c'est un nom qui est pas mal ressorti parce qu'on aime beaucoup ce qu'il arrive à produire pour le moment. Ouais, je pense quand même que ça monte en puissance parce que c'est sur ce registre-là qu'il faut qu'on monte en puissance pour être une équipe plus complète. Parce que j'ai tendance quand même à estimer que tant qu'on prendra beaucoup de buts, j'ai du mal à encore complètement nous mettre dans cette équipe, dans ces équipes, malgré le très bon début comptable. Un peu de mal à nous mettre dans cette équipe qui peut espérer monter parce que j'ai pas l'impression que ce soit courant, une très mauvaise défense qui monte et que malgré tout ce que j'ai dit sur notre attaque, il y a quand même de temps en temps des fois où on n'arrivera pas à compenser avec 3 buts parce que c'est compliqué de tenir sur la durée 3 buts par match. Donc c'est clairement sur ce registre-là que l'équipe doit progresser si elle veut être encore plus qu'une équipe de tableau, mais un véritable prétendant. Et donc c'est à suivre. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a du mieux parce que Nyon, il y a 2 buts, mais bon, franchement, c'est difficile. C'est difficile de se baser que sur des statistiques quand tu vois le deuxième but qui doit jamais arriver. Euh, voilà, j'ai quand même l'impression, parce qu'il y a des performances individuelles qui sont très bonnes pour le moment, comme Omer Agic ou Epito. Ouais, quand même le sentiment que ça va de mieux en mieux aussi dans ce registre-là pour être une équipe un peu plus complète. On verra sur la suite, hein. De toute façon, ça reprend déjà avec Chafouz qui sera un bon adversaire pour se tester, surtout à domicile. On espère encore une fois voir une équipe qui prend le jeu en main. Ouais, effectivement. Et puis, avant de passer à la conclusion de l'épisode où j'aurai trois choses à dire, on va quand même faire un mini bilan de ce tour, Ouais. Michael. Donc, 9 matchs ont été disputés. On termine le tour à la deuxième place du classement. On est au contact du leader Toon. On a beaucoup marqué de buts. Hein. On a une moyenne de 2 buts par match. On a aussi beaucoup encaissé. On l'a dit, 17 buts. Donc, on a que plus une différence de plus 1. Voilà, c'est un. Alors, je pense que si on m'avait dit, voilà, que Xamax sera deuxième après le premier tour avec 16 points possibles, enfin 16 points marqués sur 27 possibles, j'aurais tout de suite signé hein, Oui, pour ce oui. résultat-là, en étant au contact du FC Toon. Après, dans le contenu, il y a eu des hauts et des bas, et puis il y a encore une marge de progression, mais on va dire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'avoir entendu ces derniers temps, mais on va vers la suite de la saison avec un certain optimisme, Axamcast. Michael. C'est ça, ne serait-ce que parce qu'on voit des matchs qui ont de l'intérêt. On a vraiment le sentiment de voir une équipe qui évolue et honnêtement, je veux pas que baser là-dessus. Forcément, les résultats comptent, mais le l'évolution dans le jeu, c'est important. On a une équipe qui a encore beaucoup changé cette année, donc forcément qu'elle a une marge de progression et c'est pas tout. C'est pas juste dire qu'elle a une marge de progression, mais effectivement le constater dans le temps. Et c'est ce qu'on voit. Donc ça donne
un début de saison qui est très intéressant à suivre. Déjà parce qu'il y a des scénarios parfois un peu improbables, parce il y a des buts, parce qu'il y a des victoires aussi, forcément que ça compte. Mais aussi parce que c'est une saison qui, au niveau du jeu, devient intéressante à regarder. Pour un petit point statistique sur nos joueurs, c'est vrai que on a quand même De Massai qui termine en étant notre roi en attaque, hein, avec 4 buts, 5 passes décisives. C'est hallucinant son début de saison quand même. C'est 50% de nos buts, tout Ouais, simplement, hein. Il est impliqué dans 50% de nos buts. ouais, ouais. Non, mais top début de saison qu'on reconnaît. On parlait de son apport dans le jeu, mais même statistiquement, ça se voit, puisque 2 buts, 2 passes décisives, c'est quand même déjà pas un mauvais bilan. Mais alors quand on sait en plus ce qu'il apporte dans ce qui se voit moins dans les statistiques, on peut dire que que c'est un début de saison extrêmement satisfaisant. Toiti, 3 buts, 3 passes décisives. Donc il y a quand même vraiment du monde devant pour apporter le danger. Et ouais, non, franchement, un début de saison qui inspire l'optimisme sans se projeter sur le classement ou quoi, mais même purement sur le jeu et comment l'équipe évolue. Ça a de quoi donner envie de voir les matchs. C'est ça, et on espère que l'équipe va commencer, on va dire, à être épargnée par les petits pépins, parce que sur ces 3 derniers matchs, on a quand même... alors c'est en même temps réjouissant, parce que sans des joueurs importants, on a réussi à faire quelque chose, mais on a quand même fait sans Euclides Cabral, Samir Ramidzi, on fait aussi sans Roland Dongo, hein, on a un peu plus de précision maintenant sur l'état de son genou qui n'est pas très bon malheureusement, mais on a encore des joueurs des très bons joueurs qui sont absents et qui pourront venir apporter cette profondeur de banc qui nous a manqué, qui nous a pas forcément manqué contre Chafouz et contre le Stade Lyonnais, mais qui nous a manqué Oui, contre Toon. Donc voilà, pour être une bonne équipe, eh ben, il faut des joueurs titulaires talentueux et puis il faut aussi une profondeur de banc. On l'a vu, le FC Toon, hein, ils ont un banc aussi qui leur permet de voilà, de tenir les matchs, voire de faire la différence aussi, qui permet aussi des fois de reposer certains cadres, hein, puisque si les remplaçants sont de très bon niveau aussi, bah ça nuit pas aux performances générales de l'équipe, mais la gestion de contingent, c'est important aussi pour un coach. Donc voilà, on espère que ces petits pépins, c'est fini. Là, il y a une semaine complète pour récupérer. Alors, je pense pas que Roland Dongo sera. Par contre, on espère que Samir Hamidze, Euclides Cabral et Angelo Campos auront récupéré à 100% de leur blessure. Et puis voilà, ça peut griller que des bonnes choses. Et puis on va aborder les choses déjà dans la fin de cet épisode. Comme je ouais. vous l'ai dit avant, j'ai 3 choses à vous dire. On y va tout de suite maintenant. Voilà, alors effectivement, 3 choses à vous dire. La première, vous êtes peut-être plusieurs, chers auditeurs, à vous être dit, mais il est où Eddie Barrea? On n'a pas présenté Eddie Barrea. Alors rassurez-vous, c'est pas une erreur de notre part, c'est pas un oubli de ma part, mais je voulais vous faire un petit peu la genèse de cet épisode 7 qui aura été douloureux, Ok. hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Michael. J'ai expérimenté d'énormes soucis techniques, j'espère les régler assez rapidement, mais cet épisode 7, c'est finalement un épisode de raccro qu'on a décidé d'enregistrer. Juste toi et moi, Michael, pour quand même débriefer les matchs, parce que, vous avez pas envie de débriefer des matchs 3 semaines après, et puis nous non plus, en fait, parce qu'on n'est pas des machines, on se rappelle pas de tous les détails. Donc voilà, on tenait quand même à parler de ces matchs-là rapidement. Et puis on tenait aussi à signaler que les problèmes techniques ne venaient pas de chez Di Barea. Donc il a été très compréhensif vis-à-vis de ça et puis il reviendra à l'antenne de Xamcast pour son interview complète prochainement à une date pour l'instant non décidée entre nous. Donc voilà, je m'excuse déjà pour ça. Enfin, on s'excuse toute l'équipe de Xamcast, mais on est quand même content de vous produire un petit peu de contenu. Ouais, Ouais, vas-y, tu voulais ouais, réagir à ça. par rapport à ça, c'est vrai que moi, de l'extérieur, étant pas, c'est pas moi qui suis derrière l'ordi pour voir tout ça, mais on sent quand même qu'il y a eu une belle vague de soucis techniques, donc c'est vraiment pas de chance. Mais bon, au final, ça nous fait, voilà, on structure la chose différemment, ça permet
d'aborder tranquillement cet épisode où on discute des 2 matchs. On a quand même beaucoup parlé, mine de rien, et au final, ça sera l'opportunité de se concentrer un peu sur l'interview d'Eddie lorsque le temps sera venu. Donc voilà, ça change rien au programme, mais ça décale un petit peu les choses. Mais C'est je pense ça. c'est quand même très intéressant d'avoir pu parler un petit peu en long, en large de ces 2 matchs, parce qu'au final, on- avec une interview derrière, on voulait se limiter un peu dans le temps. Au final, je pense qu'on a beaucoup parlé, mine de rien. Ouais, non, non, c'était un mal pour un bien, on va dire, et c'est la preuve aussi que chez Xamcast, on sait rebondir quand il le faut. Mais on va aussi voilà, être reconnaissant que les problèmes techniques ne se sont pas prolongés et puis que cet épisode un peu de raccro, parce qu'il n'était pas planifié comme ça, bah, il a quand même pu être mené jusqu'à son terme. Et je m'en réjouis beaucoup. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, je voulais partager avec vous un petit témoignage assez sympa. Vous le savez, hein, ce week-end de fin de septembre, c'est le week-end de la fête des vendanges à Neuchâtel. Et puis, sur sollicitation du club, j'ai décidé d'aller donner un petit coup de main au stand du club. Et puis, j'ai travaillé pendant 4 heures samedi après-midi avec mon ami. On est allés tous les deux. Et puis, vraiment, j'ai vécu un moment spécial. Grâce à toi, Séverin, je vais te mentionner parce que tu m'as autorisé à le faire. Je t'ai dit que j'allais te faire une petite dédicace et je tiens ma parole. Séverin, il est venu commander un verre de vin et puis déjà, je l'ai trouvé très jeune. Donc, après vérification avec Christian Sidler, le responsable des buvettes, ben, je lui ai dit, est-ce qu'on a le droit de demander la pièce d'identité? Il m'a dit oui. Il m'a présenté sa pièce d'identité, il m'a confirmé qu'il était en âge pour consommer du vin. Donc, je lui ai servi son vin. Et puis là, il m'a dit, ah, ben, moi je suis un grand fan de votre podcast. Alors évidemment, vous savez, sur notre page Instagram, on a épinglé la photo où on est dessus avec Alex, Sam et Michael. Donc mon visage vous est connu, hein. Et puis voilà, c'est pas forcément ça qui m'a touché, le fait qu'ils disent qu'il aime beaucoup notre podcast. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Séverin, c'est lui qui me l'a dit, hein, il est d'origine zurichoise. Et puis, il est supporter de Xamax, hein. Alors, on sait que Xamax est un club qui a aussi des fans en Suisse allemande. Et puis, il m'a dit, alors moi, j'aime beaucoup écouter Xamcast parce que vous êtes fan de Xamax et moi aussi. Et en plus, vous parlez très bien à Xamcast, donc ça m'aide à progresser en français. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que de savoir que notre émission, elle peut avoir un impact positif sur la vie des gens, pas forcément juste en entendant parler de ce club qu'on aime tous, mais aussi pour ce côté-là. Donc c'est un peu un appel que je fais à mes collègues animateurs, mais aussi à futurs invités. On n'est pas écouté que par des gens francophones, donc faisons des efforts pour bien parler, pour bien prononcer. Comme ça permettra à Séverin et peut-être d'autres personnes qui se sont pas manifestées jusque-là de nous écouter. Puis ensuite, il a terminé en demandant de prendre une petite photo avec moi. Donc, je me suis exécuté, mais voilà, c'était vraiment une chouette anecdote, Michael. Et un effort de diction qui serait utile qui servira à tout le monde, hein, que ce soit nous et ceux qui nous écoutent. C'est toujours intéressant de s'exercer à s'exprimer correctement, hein. C'est ça. Et moi, ça m'a vraiment touché parce que ça m'a ramené vraiment au pourquoi je fais ça. Depuis le début de cette saison 2, l'investissement que nous devons tous faire est conséquent. On produit plus de contenu. Vous êtes nombreux à nous dire que les contenus vous plaisent beaucoup, mais d'avoir ce témoignage de Séverin, qu'on a un impact positif sur ses compétences en langue française, eh ben, c'était vraiment hyper touchant et c'est aussi pour ça que on a fondé Xamcast, qu'on continue à faire Xamcast. Notre credo, vous le savez, c'est un podcast fait par des fans pour les fans. Donc si on peut avoir un impact positif sur vos vies, eh ben, on en est vraiment extrêmement touché. Donc n'hésitez pas voilà, à nous faire part de vos différents témoignages et si vous nous croisez dans la rue, que ce soit moi ou bien mes collègues, eh ben, on ne mord pas, on apprécie si vous nous approchez et puis vous nous dites un petit mot gentil, ou même si vous nous dites un mot pas gentil, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, on est aussi ouvert à la critique. Donc voilà, merci à toi Séverin, ta dédicace, tu l'as entièrement mérité. Et puis en plus, tu réagis très souvent aussi à nos petites stories ou autres, donc voilà.
Merci à toi et puis à la prochaine. Voilà. Et puis la troisième chose qu'on voulait vous dire, bah, c'est notre traditionnelle préparation du match suivant. Tu l'as déjà mentionné, Michael. On reçoit le FC Chafouz tout juste 2 semaines après les avoir joués et battus dans leur FCS Arena. Maintenant, on va pas se cacher, la réception de Chafouz à domicile doit se conclure par une victoire si on veut confirmer toutes les bonnes choses qu'on a dites avant, Michael. Bien sûr. Et bah, déjà parce qu'à domicile, on voit qu'on est capable de produire des choses qui sont, qui sont intéressantes et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie d'avoir de la continuité sur nos matchs à domicile. Aussi parce qu'on a vu c'est une équipe qu'on est capable de battre. Hein. On a rien qu'il y a 9 jours seulement. Hein. C'était il y a 9 jours. Hein, cette victoire à Chafouz, donc 2 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, on les réaffronte. C'est une équipe qui voit qui connaît un peu des hauts et des bas, quoi. Donc, ça sera forcément pas une équipe, c'est forcément, donc, par définition, une équipe qui est capable d'un peu du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui est pas fondamentalement mauvaise, en tout cas, dans ce qu'elle arrive à produire parce elle fait ses points quand il faut. Voilà. Donc, un adversaire dont il faut se méfier, mais on espère vraiment voir de la continuité parce qu'il y a eu des très bonnes choses vues récemment. Et, et si les ingrédients sont encore mis pour réaliser une belle performance au niveau du contenu face à Chafouz, on peut espérer encore continuer notre série parce que voilà, cette entre guillemets fin de série de 3 matchs avec Toon, c'est pas une fin en soi. Et on espère et on a espoir de pouvoir redémarrer parce qu'on a vu qu'on en était capable, tout simplement. C'est aussi ça qu'on évoque lorsqu'on dit que c'est un début de saison plaisant et qui aspire un peu à l'optimisme. Oui, totalement. Et puis, on est dans le haut du classement, mais on n'a encore pas franchement accroché un wagon de haut de classement. Il n'y en a pas vraiment hein, de wagon du haut du classement parce que C'est encore serré, ouais. c'est ça. Nous, on est proche de tout. On a 2 points. Carouge à égalité avec nous. Bellinzone a perdu aujourd'hui contre Vaduz, Vaduz. donc il reste à 14 points. Mais entre Bellinzone, 4e à 14, et puis Vaduz, 8e à 11, il n'y a que 3 points. Donc une victoire de Chafouz à la Maladière resserrerait encore plus. Donc voilà, mais comme tu disais avant, le classement n'a pas encore une importance capitale. Nous, c'est vraiment les impressions générales que le club a fait à domicile en ce début de saison et qu'on veut qu'il confirme. Et puis nos bonnes dispositions offensives et puis nos meilleures dispositions défensives depuis plusieurs matchs. Donc voilà, moi je m'attends à un Xamax joueur, un Xamax dominateur et puis à une victoire au bout. En On va pas sachant aussi forcément. que pour le moment, on est sur 3 victoires, un nul à domicile. On est, même si on prend la différence de but, la meilleure équipe à domicile actuellement. Donc on a Méchafouz est la meilleure équipe en déplacement. Donc ça va aussi être un petit peu un match. C'est un peu rigolo que ça tombe comme ça. Mais donc voilà, on verra un peu laquelle de ces deux forces l'emporte. Mais voilà, à domicile pour le moment ça se passe bien et on espère que ça continuera comme ça. Oui, totalement. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. On espère, chers invités, chers auditeurs, pardon, que vous avez bien profité de la fête des vendanges. On sait que ce week-end-là, c'est toujours un week-end très spécial pour la ville de Neuchâtel. Et puis voilà, on vous remercie comme d'habitude de votre soutien. Et voilà, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine pour en tout cas parler du match contre le FC Chafouz. Bonne soirée à toi, Mickaël, bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.